Bienvenue à cette première émission du magazine numérique Bel Âge en ligne, un magazine qui s'adresse aux aînés francophones du Canada, les minorités francophones à travers le pays. Et on va parler beaucoup de santé, de mieux-être, de prévention, d'activité physique, une foule de sujets finalement pour améliorer la qualité de vie et l'épanouissement des aînés francophones un peu partout. Cette production numérique origine de l'Acadie, on est à Moncton. C'est une production qui se fait sur une base entièrement bénévole. On est deux, Daniel Poirier qui vous parle et Yolande qui s'occupe de la caméra, du montage, du logo derrière moi, le Bel Âge en ligne, l'animation graphique, enfin tout ce qui rend possible la diffusion de ce magazine. Avant de démarrer avec le premier sujet, je vous sollicite, ça commence bien, je vous sollicite même avant qu'on ait débuté la présentation des sujets. Abonnez-vous, c'est facile de s'abonner au magazine Bel Âge en ligne. Vous cliquez sur le rectangle rouge en bas à droite et ça vous permettra de recevoir ponctuellement les magazines qu'on va mettre en ondes, et également des capsules Bel Âge en ligne, c'est-à-dire des petits features plus courts qui vont aborder différents sujets. Tout de suite, l'identification. La dame que vous voyez derrière moi, c'est Lola Chiasson-Hawkins de Caraquet, une mère de famille qui a vu sa vie basculer au mois de février 2018, alors qu'elle a fait une chute à son domicile de Caraquet. Elle s'est fracturé une hanche et à partir de là, sa condition s'est progressivement dégradée avec entre autres une pneumonie et surtout une plaie de lit qui s'est aggravée au fil des mois au point tel qu'elle a enduré des souffrances atroces au cours de ses nombreuses convalescences dans 4 hôpitaux différents du Nouveau-Brunswick. Ça a entraîné des douleurs pour Mme Chiasson-Hawkins et surtout, ça a bouleversé son entourage et un de ses fils, Stephen, qui a assuré des soins quasi quotidiens à sa mère au cours de cette douloureuse épreuve. Il nous relate entre autres un épisode qui est survenu à l'hôpital de Tracadie, c'est dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, où il a réalisé qu'est-ce qui est arrivé avec sa mère et surtout sa plaie de lit. On l'écoute. Ils nous avaient dit qu'elle avait un pli de lit. Ils nous ont pas dit à quel stade que c'était ou à rien de même. On allait la faire manger tous les jours. On est arrivé là une journée, la senteur dans la chambre. Tu ne peux pas rester dans la chambre par rapport à la senteur. Puis là, j'étais ouvert à la grande malade. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec la senteur dans la chambre? Elle dit, encore, c'était pas la tête avec ça. Elle dit, je vais revenir, je vais mettre une litière à chaud. Pour absorber l'odeur. Fait moi, quand elle a venu avec la litière, elle a mis ça sous le lit. J'ai dit à mon frère, je dis, regarde, il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, il y a une odeur de même. C'est soit qu'on a une infection parce que moi, j'ai jamais pensé à la plaie de lit que ça pouvait venir grave de même. Ça fait là, j'ai pensé tout de suite, c'est son incision pour sa hanche, quand ça fait remplacer la hanche. J'ai demandé à ma mère, je peux-tu checker, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, elle dit, check. Ça fait, quand j'ai checké, ça coupait, son opération était vraiment bien guérie, puis tout. J'ai vu faire un gros passement dans le dos, dans le bas du dos. Quand j'ai décollé le passement, ça, le pus a commencé à sortir de là. Tu voyais l'os du bassin. Puis ils n'ont jamais rien fait. Ça a pris à peu près 2 semaines avant qu'elle ait même pu aller voir un médecin. On a finalement été à Bathurst, arrivé à Bathurst, elle a été exposée de voir le médecin qui l'avait opéré, le chirurgien. Puis il a été exposé de voir un spécialiste pour le pied de lit. Arrivé là, ils ont transféré de Tracadie à Bathurst, ça a une grosse heure de drive. Arrivé à Saint-Isidore, on est obligé d'arrêter l'ambulance sur le côté du chemin pour repositionner ma mère sur la civière. Puis je leur avais dit, avant de décoller, positionnez-la comme il faut. Elle a un pli de lit, là, tu sais. Puis nous, arrivé à Saint-Isidore, ils étaient obligés d'arrêter l'ambulance, mais là, les ambulanciers savaient que je les suivais. Moi, j'ai arrêté l'ambulance, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de repositionner ta mère. Puis arrivé à Bathurst, arrive là, pas de chirurgien, puis pas de spécialiste pour le pli de lit. Obligé de mettre ma mère back dans l'ambulance, puis la monter back à Tracadie, sans voir personne. Un calvaire. Oui, puis là, c'est pas ça l'affaire. Le lendemain matin, quand nous on arrive à l'hôpital, même avant ça, quand on s'en est venu de l'hôpital, on était devant l'ambulance. L'ambulance nous suivait par en arrière, tout d'un coup, l'ambulance a disparu. Puis je dis à mon frère, ça se peut-tu qu'il en arrête au Tim Hortons? Tout d'un coup,
J'étais embarqué sur la rampe, embarqué sur la transcanadienne. J'ai mis ça du reculant, j'ai monté, j'ai reculé. Comme de fait, l'ambulance avait été au Tim Hortons, les 2 ambulancières, tu les voyais débarquer, rentrer au Tim Hortons, mais ma mère était derrière l'ambulance. Tu dois rager dans ce temps-là? Ben, j'étais bouleversé, je suis encore bouleversé de tout ça qui s'est passé. Il faut souligner que Stephen a été un appui constant pour sa mère au cours de ces 14 mois d'hospitalisation. Il a été à son chevet pratiquement à tous les jours, notamment pour l'aider à se retourner à tous les 2 heures pour soulager un peu sa plaie de lit. Il nous parle d'un épisode qui est survenu toujours à l'hôpital de Tracadie alors qu'on l'a avisé que sa mère avait peut-être quelques heures à vivre et ça a été une expérience particulièrement traumatisante. Quand j'arrivais là, le téléphone a sonné de nouveau dans le stationnement de l'hôpital. Le téléphone a sonné de nouveau, il dit, regarde, c'est encore l'hôpital de Tracadie. Elle dit, tu devrais monter, il y a quelque chose qui se passe avec ta mère, mais je suis dans le stationnement en bas, j'arrive là tout de suite. Puis quand j'arrivais à l'étage, j'ai été pour rentrer dans la chambre, le docteur m'attendait, mais je voyais, il y avait 4-5 gardes malades après travailler sur ma mère. Puis le docteur, il dit, regarde, ta mère, elle s'est étouffée sur un morceau de nourriture, puis elle passe pas au travail, il appelle la famille tout de suite. Puis moi, la première chose que j'ai demandé, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que tu as avec? Il y a quelqu'un qui l'a supervisé quand elle mangeait. Il a dit, regarde, j'ai pas besoin de répondre à tes questions, il appelle la famille, ta mère pour se reprendre travers. J'ai posé 3 questions. J'ai demandé si elle a été supervisée après manger. J'ai demandé comment haut était le lit, son dos de lit. Puis après ça, j'ai demandé comment on entend qu'elle était étouffée avant que vous l'avez trouvée. Là, il a appelé les polices. Je pouvais pas croire. La pire journée de ma vie, ma mère, le docteur vient de m'annoncer que ma mère... Ben oui, t'es débranlé. Ben oui, ma mère pour se reprendre en travail, puis là, il appelle les polices pour me clairer de l'hôpital. Ça fait là, les polices sont venus, puis là, ils m'ont emmené dans une petite chambre. Là, mes oncles, mes tantes venaient d'arriver. Puis les polices sont venus me chercher, ils m'ont emmené dans une petite chambre. Là, la grande malade qui avait appelé les polices, elle voulait rentrer dans la chambre. Les polices ont dit non, ils ont dit, garde, on veut parler à M. Hawkins tout seul. Puis là, ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je leur ai carrément dit qu'est-ce qui s'est passé. Là, il m'a dit, regarde, je veux que tu vas back dans la chambre à ta mère, puis prends soin de ta mère, puis je te lève mon chapeau. Il dit, c'est pas la première fois qu'on a un problème ici dans l'hôpital de Tracadie. Ça fait là, quand la police a sorti, par exemple, quand les polices ont décollé, la garde malade s'est mise à crier après moi, on va vous clairer d'ici, toi puis ta mère, on va vous clairer d'ici, l'hôpital. Madame Chiasson-Hawkins est décédée le mois dernier, et Stephen nous rappelle ce qui s'est passé à ce moment-là. Je dis, on a parlé avec le travailleur social de l'hôpital, puis elle a dit, pourquoi vous n'avez pas demandé pour une autopsie? Il n'y a jamais personne qui nous a même dit qu'on pouvait avoir une autopsie pour commencer. Je dis, aussitôt que ma mère est décédée, à 6h05 du matin, la garde malade est venue, puis elle a dit, garde, appelez la maison funéraire tout de suite. J'ai dit, ben regarde, j'ai dit dimanche de Pâques, j'ai dit, c'est dimanche, elle dit, non, ils sont 24 heures, elle dit, il faut que tu les appelles tout de suite. Puis, ça fait là, c'était dimanche, mais lundi matin, lundi de Pâques, la garde malade m'a rappelé pour vous faire sûr que j'avais appelé la maison funéraire. Mais il n'y a jamais personne, ils nous ont jamais donné l'option de passer une autopsie, parce qu'avoir su, c'est sûr, j'aurais aimé d'avoir des réponses à nos questions de qu'est-ce qu'elle est décédée, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas de qu'est-ce qu'elle est décédée. Derrière moi, l'image de l'hôpital Georges L. Dumont, qui est situé à Moncton. C'est là que nous avons rencontré Mme Joanne Roy. Mme Roy, qui est vice-présidente des services cliniques pour le réseau Vitalité, le réseau francophone pour les soins de santé au Nouveau-Brunswick. Mme Roy, qui ne peut parler du cas spécifique de Mme Lola Chiasson-Hawkins, mais qui va nous parler des mesures qui ont été mises en place suite à la couverture médiatique d'événements comme celui qui a affecté Mme Chiasson-Hawkins et son épisode de la plaie de lit. On écoute les correctifs qui ont été apportés. Alors, la première chose qu'on a fait, on a refait notre programme et puis on s'est assuré que les personnes qui sont appelées à côtoyer des personnes porteurs ou à risque de plaie, d'avoir la formation à date. Au moment où je vous parle, 100% du personnel ciblé a reçu la formation. Aussi, ça nous a permis d'uniformiser les différents produits ou algorithmes qui étaient utilisés là, dans nos différentes régions. D'avoir ça aussi, on est arrivé à un protocole, si on veut, standard qui a été adopté puis adapté à l'ensemble de nos institutions. Et puis, en s'assurant aussi qu'on ait des personnes expertes dans chacune des régions qui peut aider aux besoins quand la situation est un peu plus complexe que ce à quoi là, on peut s'attendre normalement.
Est-ce que les citoyens aînés sont davantage à risque? Les personnes âgées peuvent être à risque, mais il y a plusieurs causes ou facteurs de risque qui sont associés au développement des plaies de pression. Et puis quand je parle de plaies de pression, j'aime bien parler d'une personne à risque, parce qu'on parle d'une personne, on ne parle pas que d'une plaie. D'abord, les différents facteurs qui peuvent amener à une nécrose ou une altération, si on veut, de la peau, c'est toute la condition d'irrigation de la peau. D'abord, c'est tout l'aspect de nutrition. Est-ce que la personne s'alimente bien? Est-ce que la personne est bien hydratée? Le deuxième volet, est-ce qu'au niveau de la circulation, le système, est-ce que le cœur fonctionne bien pour bien alimenter, irriguer la peau? Le système respiratoire aussi, est-ce que l'oxygène, c'est tous des nutriments pour alimenter justement les téguments, la peau peut prévenir ces plaies-là. Et il y a aussi l'aspect, bien entendu, de mobilisation qui peut rentrer en ligne de compte. Maintenant, Mme Roy nous parle de l'importance de diffuser de l'information en ce qui touche de la problématique des plaies de lit. C'est très important là, de le mentionner. Et puis, c'est certain que tant que les personnes demeurent à domicile, en général, ils sont un petit peu plus alertes. Et puis, rendus à l'hôpital, quelquefois, là, à cause d'une chirurgie ou d'une chute, les personnes sont plus immobiles. D'abord, on veut renforcer l'importance auprès de la personne, puis auprès de sa famille, les personnes aidantes, là, de l'importance justement des mobilisations, des levées, de la marche, de la bonne hydratation, et puis pour justement, c'est un travail d'équipe, il faut que tout le monde collabore. Parce que on peut prévenir ça. Ça peut se prévenir, on ne peut pas arriver, comme je dis, à zéro risque, mais on peut justement empêcher. Mettre les chances de son mort, exactement. Mais à l'autre extrémité, ça peut s'aggraver et causer la mort aussi, si ce n'est pas traité comme il faut. On parle de stages différents. Vous avez un stage 4, je crois. Oui, ça peut aller le stage ultime. Oui. Et ça peut avoir des conséquences assez néfastes. Oui. Oui. Puis c'est ça, c'est de voir, la plaie peut être une source. Ça peut être une source d'infection, puis à ce moment-là, oui, c'est une porte d'entrée on peut perdre le contrôle. Ou aussi, des fois, c'est les conditions aussi autour qui peuvent amener malheureusement là, au décès. Puis la plaie est comme une conséquence de tout ça. D'abord, le lien cause à effet n'est pas toujours si évident que ça, là, soit pour un rétablissement ou justement le contraire. Là. Donc, vous êtes sereine avec ce qui a été mis en place ici? Ben, je suis confortable et puis satisfaite du travail qui est fait. Et puis, je pense que ça a été une bonne sensibilisation, une mise à niveau. Et puis, on était quand même, quand on regardait ce qu'on avait aussi auparavant, c'était bien, mais c'était pas nécessairement harmonisé tout partout. Il y avait des pratiques différentes, mais l'ensemble des soins était quand même de très grande qualité là, avant même qu'on fasse l'exercice. Mais là, on a plus de rigueur et on est plus structuré. Bon, en conclusion de ce segment, il faut mentionner que cette problématique des plaies de lit dans les foyers de soins et dans les hôpitaux n'est pas particulier au Nouveau-Brunswick. Ça affecte la plupart des établissements de soins de santé au pays. En fait, selon les plus récentes statistiques, un quart des gens qui sont hospitalisés dans les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux développent des plaies de lit. Et pour avoir davantage d'informations pour ceux qui veulent aider les personnes qui sont aux prises pour prévenir les plaies de lit, il y a un organisme qui s'appelle Wounds Canada et il y a une version française, un pendant français de cette organisation qui s'appelle Plaies Canada, qui fournit une panoplie d'informations sur la façon de prévenir et de guérir les plaies de lit. Je rappelle, c'est Wounds Canada et vous allez sur leur site web et ils ont une version française qui s'appelle Plaies Canada et à partir de là, vous avez accès à une foule d'informations. On s'arrête pour l'identification. Alors, à chaque année au Nouveau-Brunswick, on a ce que l'on appelle les rendez-vous mieux-être pour les aînés francophones. C'est parrainé par l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. On a assisté à celle qui a eu lieu dernièrement à Memramcook, une localité acadienne située environ une dizaine de kilomètres de Moncton. Et on parle un peu de tout, on parle de nutrition, on parle de santé, il y a différentes conférences. On a retenu en particulier celle du docteur Samuel Daigle. Le docteur Daigle qui a une approche particulièrement intéressante et innovatrice dans tout ce qu'on appelle la façon de vieillir en santé. On écoute l'entrevue qu'il nous a accordée. J'ai pratiqué de la médecine de famille pendant 18 ans, puis de plus en plus que j'allais là, je m'apercevais qu'il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher en dehors de l'hôpital que les gens ne vont pas chercher.
On est tous dépendants du système de santé, puis malheureusement, il y a des coupures, puis le monde, des fois, sont paniqués, alors que, on peut se responsabiliser un petit peu plus, puis responsabiliser un peu plus, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire qui est vraiment, vraiment simple, qu'on n'a pas assez fait promotion, puis c'est ça que j'essaye de faire. Puis ces choses-là, c'est de bouger un petit peu plus souvent, OK? C'est d'être dehors un petit peu plus souvent, profiter de la nature, de manger de la vraie nourriture. Au fait, c'est tout ce que c'est que nos ancêtres ont évolué avec. Là. On devrait se rapprocher de ça un petit peu plus. Une façon de prendre la vie aussi. Façon de prendre la vie, puis c'est ça, de faire un peu plus de méditation consciente, d'être présent dans ce qu'on fait. Ça peut faire une énorme différence au bout de la journée, au bout de la semaine sur notre santé. D'être un petit peu plus philosophique, de prendre la peine de s'arrêter là, une minute ou deux pour dire qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui l'est moins. C'est une recette qui fait plein de bon sens, puis c'est simple aussi. Ouais. Comment se fait ça qu'on l'a oublié? Je pense pas qu'on l'a oublié. Il y a beaucoup de gens qui le sentent quand ils sont pas là, de la nature et tout ça, mais c'est pas qu'on l'a oublié, c'est qu'on en fait pas assez de promotion. Malheureusement, on est dans une société qui est basée sur le profit. Ce que c'est qu'on va vendre des choses, des pilules, etc. Alors que, d'essayer de vendre l'idée que c'est bon pour toi de manger dans le backyard en arrière, OK? Soit un arbre, c'est bon pour toi, c'est dur à faire du profit là-dessus. Ça fait qu'il n'y a pas... malheureusement, pas assez de campagne de promotion qui est fait pour ça. À l'opposé, on peut dire, mangez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on a des pilules pour ça, même si vous avez des problèmes. C'est pas ça qu'on dit directement, mais c'est ça qu'on comprend, là. Alors que si on mangeait de la vraie nourriture, comme nos arrière-grands-parents le connaissaient, on peut quasiment manger ce qu'on veut, puis bien moins de chances que ça va nous... Et pour les aînés, le volet prévention, habitudes de vie et santé psychologique, j'imagine que c'est encore plus important. C'est encore aussi important du début à la fin. Puis c'est non seulement préventif, mais c'est thérapeutique aussi. Il n'est jamais trop tard pour aller chercher de ces éléments-là. OK. Fait que finalement, vous êtes pas dans la profession directement, vous reniez pas votre profession, mais vous prenez d'autres dimensions finalement. Oui, au fait, c'est ça, c'est pour complémenter ce que c'est qui n'est pas prescrit assez souvent dans le système de santé aujourd'hui. Je pense que c'est que ça s'en va là. Et de plus en plus de médecins qui vont prescrire, par exemple, d'aller marcher, d'aller dans la nature et tout ça. Mais j'essaie juste d'accélérer ça un petit peu plus vite. Oui, surtout que le système a l'air un peu à craquer en ce moment, qu'on ne peut plus prendre trop de monde. Là. Au fait, j'ai une reconnaissance pour les médecins, les infirmières, les intervenants de santé qui sont encore dans le système, qui font de leur mieux à naviguer à travers de ça. Ce que c'est que les priorités ne sont pas toujours mises à la bonne place. Fait que j'admire le courage de rester encore là-dedans. Faut qu'il y en ait qui restent là-dedans. Ils ne peuvent pas tout quitter la médecine comme je l'ai fait. Mais moi, je vois ça comme quoi que je n'ai pas arrêté de faire de la médecine, mais je l'ai fait d'une autre façon. Derrière moi, la page web de la Fédération des aînés francophones du Canada, un organisme qui regroupe plus de 60 000 membres et qui a des antennes dans toutes les provinces canadiennes. J'ai joint par téléphone son directeur général, M. Jean-Luc Racine, qui nous parle d'abord de l'importance de travailler beaucoup en collaboration quand on parle des minorités francophones du pays. Pour réussir en francophonie canadienne, on se doit de travailler en partenariat. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On travaille très, très bien avec la Société Santé en français, avec tous les réseaux provinciaux là, et territoriaux là, en santé. Donc, on travaille de très près avec eux. Là aussi, un autre dossier aussi sur lequel on travaille beaucoup, là, c'est les soins résidentiels. Et là, il y a des gros défis. Parce que souvent, on a des aînés là, francophones là, qui vivent en milieu minoritaire toute leur vie en français, mais quand ça arrive pour les dernières années de leur vie, là, ça se passe uniquement en anglais. Et souvent, c'est très... moi, j'ai vu des témoignages de gens qui ont pris ça qui ont trouvé ça très, très difficile, cette période de vie là où on n'a pas les services en français qu'on devrait recevoir. Avec M. Racine, on a également parlé de la perception qu'on a des aînés dans la société au pays. C'est dommage de voir que pour certains intervenants, souvent des jeunes,
on veut travailler avec la jeunesse, on veut travailler, mais quand ça vient de travailler avec les aînés, on est moins intéressé. Or, on peut faire une carrière extraordinaire avec les aînés. Et contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je connais des aînés qui voyagent, qui font de l'escalade en montagne. J'ai connu des aînés, moi, qui ont traversé le pays à vélo. Il y a des gens qui font des excursions. C'est des gens qui bougent. On a toutes sortes de variétés de gens, des gens passionnants. Alors, ça peut être pour des intervenants de travailler avec cette clientèle-là. Moi, je sais que j'ai connu un très grand bonheur à œuvrer auprès de cette clientèle-là. Et de plus, c'est des gens qui sont très reconnaissants. Donc, c'est dommage parce qu'on n'est pas conscient de ça. Donc, oui, à votre question, on se doit, je pense, de faire un peu plus de promotion dans notre société pour revaloriser, pour la contribution, la part des aînés, puis de montrer qu'il y a des aînés là, qui sont pas mal extraordinaires, qui font des choses pas mal, en tout cas pas mal dynamiques. On remercie M. Racine et la Fédération des aînés francophones du Canada puisqu'ils nous ont donné la permission d'utiliser une de leurs vidéos qui s'appelle « Vieillir en santé ». Et dans celle-ci, nous avons en évidence des retraités acadiens de la Nouvelle-Écosse qui nous donnent leur réflexion vis-à-vis la retraite. J'ai été plus ou moins obligée de prendre ma retraite pour des raisons de santé. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça aurait dû, mais bon, c'est comme ça et on prend les choses au jour le jour. Certains s'impliquent aussi dans leur communauté et ils sont peut-être plus dans leurs activités personnelles, voyager, avoir des activités culturelles, mais plus tournées vers eux-mêmes. Je ne suis pas à la retraite. C'est-à-dire, il y a 18 ans qu'on a arrêté de me payer pour mon travail, mais je n'ai jamais arrêté de travailler. Alors, c'est pas la retraite, mais c'est du bénévolat quand même. Comment est-ce que je la vis? Je suis très occupé, continuellement. C'est ce que je veux, c'est ma nature, c'est moi. Je l'envisage avec un peu, je sais pas, avec anticipation. Je suis contente de voir que j'arrive à la retraite, que je suis capable de prendre la retraite. Alors, c'est du travail à être fait. Je pense qu'on a tendance à bien se préparer au niveau financier, mais on oublie souvent l'autre aspect, l'aspect de comment on va occuper notre temps, comment est-ce qu'on voit la retraite. Alors, je suis en train de faire ce cheminement-là envers ma préparation à la retraite prochaine. Eh bien, présentement, je m'occupe de mes petits-enfants qui sont nombreux et avec plaisir parce que ce qui est un peu différent ou un peu difficile pour nous, pour moi et mon épouse, c'est que nos enfants sont à l'extérieur et alors ça entraîne beaucoup de voyages en Ontario et qu'eux viennent nous voir. Alors on a beaucoup de voyages à faire pour suivre le progrès de nos petits-enfants. Et deuxièmement, de la communauté, bien, le fait que je travaille comme bénévole avec le RAN et avec le regroupement des aînés. Il y a des choses qui sont stables dans ma vie que je fais régulièrement, mais il y a aussi tous ces défis qui sont des questions de vieillir activement dans notre province. Bien, certains défis, c'est de me rendre à des activités le soir. J'appartiens à une chorale qui pratique de l'autre côté de la ville et on nous a annoncé hier qu'on devrait aller pratiquer le soir au lieu du samedi matin. Alors ça change, c'est un défi, là. J'adore chanter, mais il va falloir changer. Parce qu'il y en a qui ils disent, bien, ça fait des années qu'on essaye de faire quelque chose puis ça ne fonctionne pas, alors on laisse aller. On s'en occupe pas, on prend soin juste de nos oignons puis c'est tout. Mais l'union fait la force. C'est pas facile de faire bouger les gens parce qu'ils ont tellement de choses à faire.
Je suis présidente d'un groupe qui s'appelle Seniors Care About Seniors. Ça aide les gens dans la communauté à domicile et le transport. Et aussi, on a un club d'amitié qui est adjoint avec la paroisse. Depuis qu'on a déménagé à Edmonton, on a eu l'occasion d'être plus impliqués parce qu'on est connu, puis on connaît les gens aussi. Puis l'atmosphère communautaire est assez bon ici. Alors, mon nom, c'est Marguerite Ségur. Je suis une personne qui est venue au Canada. Quand j'ai eu ma retraite, à 65 ans, ma famille était installée ici à Calgary. Et puis, je venais en vacances ici. Et puis, j'ai trouvé ce pays très beau. Puis, la maison m'a plu, là. Et puis, je suis venue. J'ai tout lâché et je suis venue. Puis, je suis là. Je suis encore très contente d'être là, oui. Le Canada est un très beau pays que j'aime. Eh bien, c'est déjà la conclusion de cette émission. Derrière moi, vous apercevez la page d'entrée du site web de la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario, un organisme qui fait la défense et la promotion des intérêts des francophones de cette province. Les francophones en Ontario, ils sont nombreux. En fait, c'est la plus importante minorité francophone du pays. 622 000 personnes, ça représente la francophonie en Ontario. Et j'ai trouvé intéressant sur leur site web, si on prend la peine de faire une petite incursion sur certains éléments de leur site web, Bulletin Vivre Plus. Quand on clique sur le bulletin, on se rend compte que ce mensuel numérique fait un peu le trait d'union en termes d'information sur les différentes régions francophones, les activités. Et on informe, par exemple, la dernière édition, le mois de mai, on va sur le menu comme tel, il y a l'éditorial comme toujours, et à la droite, le menu du mensuel comme tel, et tout cela est sous la direction, sous la gouverne de l'éditrice, Madame Suzanne Bélanger-Fontaine, et je souligne que c'est une initiative entièrement bénévole. D'ailleurs, c'est gratuit. Je vous encourage à vous abonner et le bulletin mensuel sera déposé dans votre courriel. D'ailleurs, nous avons un lien au bas de l'écran de l'émission sur le bulletin Vivre Plus. Et je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Le Bel Âge en ligne. C'est facile. Pour vous abonner, vous cliquez sur le rectangle rouge en bas à droite de l'écran et par la suite, une cloche va apparaître. Vous cliquez sur cette cloche et vous êtes abonné. Ça vous permettra de recevoir dans votre courriel les émissions qui seront produites, le Bel Âge en ligne, également nos capsules Bel Âge en ligne, une version raccourcie, synthétisée de certains éléments, de certains faits qui se rattachent aux intérêts des aînés francophones du pays. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.